Voilà, je déclenche le chronomètre, comme ça. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, on ne voit pas le public, comme ça on ne sait pas si vous restez ou si vous partez, subrepticement. Alors j'aurais envie de commencer par des excuses, parce que j'ai l'impression d'être venu avec mes petits nuages. Il pleut sur Perpignan, et je crois que ce n'est pas habituel pour vous. J'ai l'impression, voilà, je suis venu avec mes petits nuages de Bretagne et de Normandie. Voilà, mais c'est vrai qu'hier soir, la soirée était assez pluvieuse. On n'a pas pu beaucoup profiter de la ville. Alors vous allez me dire, de ce fait, vous en profitez mieux, on a mieux travaillé. Voilà. Alors quand ces bons organisateurs m'ont demandé un titre, j'ai proposé celui-ci, soutenir la personne protégée dans l'exercice de ses droits, personnels et patrimoniaux. Que dit la loi? C'est en fait la conclusion de ce que je vais mettre en évidence, et ces mots ne vous choquent pas du tout, dans la mesure où le discours qui précédent était véritablement très éclairant et nous a déjà montré véritablement quelle était la philosophie de la protection juridique des majeurs. Mais il y avait peu de dates et on ne s'est pas assez bien rendu compte, peut-être, du chemin parcouru. Pour ça, je vous propose un changement de paradigme. Il faut véritablement comprendre combien la matière a changé. Alors, on nous dit parfois je ne sais plus quel grand philosophe avait dit, on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. Eh bien, c'est cela. Moi qui enseigne cette matière 10 à 12 fois par an devant je ne sais plus combien de publics, et puis il y a les visios qui fait qu'on rencontre beaucoup de personnes, j'ai jamais l'impression de faire le même cours, même si j'ai les mêmes supports et puis ils évoluent assez souvent. La matière change véritablement. Pourquoi? Parce que plus on passe de temps avec les acteurs et plus les acteurs ont envie de se nourrir de la loi, mieux la loi est mise en application. Quand on dit que dit la loi, c'est pas tant la lettre des textes qui est important que l'esprit de la loi. Et souvent, ceux qui ne sont pas juristes ou les mauvais juristes s'enferment dans la lettre des textes. Portalis, un des 4 rédacteurs du Code civil, nous a dit dans son long discours au Conseil d'État, le fameux discours préliminaire du Code civil, que c'est désobéir à la loi que de s'enfermer dans la servitude du texte. S'enfermer dans la lettre, c'est désobéir à la lettre. Donc il faut toujours, évidemment, rechercher sa philosophie. Et Xavier Régnier nous l'a dit tout à l'heure quand il nous a lu des extraits de l'article 415 du Code civil, je vais y revenir, mais le chemin parcouru est assez extraordinaire. Seulement la matière est de plus en plus compliquée, et il serait dommage que dans une future réforme, on en parlait tout à l'heure avec Ancheville-Stroza, il serait dommage que dans une future réforme, cette complexité de la matière disparaisse. Alors, véritablement, la matière a évolué et il faut se souvenir véritablement du parcours réalisé. Je ne sais pas si c'est la numéro 2 ou la numéro 3. Ah oui, d'accord, peut-être que je ne mets pas assez devant. Alors je vous ai mis en tout cas, peu importe, vous avez ces 4 dates, 1804, 1968, 2007, et puis ensuite on a 2015, 2019. 2007, voilà, nous sommes aujourd'hui le 6 mars 2026. Il y a 19 ans, paraissait au matin, au journal officiel, la loi du 5 mars 2007. Et je suis ravi, en tout cas, que la connaissance de la loi du 5 mars 2007 soit d'abord bien connue des professionnels. Alors, il est vrai que mandataire judiciaire à la protection des majeurs, c'est un métier qui prend sa source dans cette loi. Donc, vous allez me dire, c'est un peu normal que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs connaissent cette loi, finalement, qui les a institués. Mais il est quand même assez rare que les professionnels connaissent aussi bien le cadre juridique qui est le leur. Je le répète parce que c'est merveilleux. Il est assez rare que les professionnels connaissent aussi bien le cadre juridique qui est le leur. Combien de médecins ignorent le code de la santé publique? Combien de banquiers ignorent complètement le code monétaire et financier? Combien d'assureurs ignorent complètement le code des assurances? Et je pourrais passer en revue un certain nombre de professionnels.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs se sont mis une pression de fou. Et c'est un peu de ma faute. Je le consens, je le concède, parce que je suis très exigeant avec mes étudiants. Mais c'est merveilleux de voir qu'il y a des colloques réguliers où les mandataires judiciaires à la protection des majeurs souhaitent continuer de connaître l'évolution de leur matière et surtout s'ils sont bien en phase avec les textes. C'était quand même extraordinairement révolutionnaire que de demander à toute une profession de se reformer, même juste à 48 heures, pour la protection de la personne. Donc il faut le dire, et ne pas vous faire applaudir, chers mandataires judiciaires à la protection des majeurs, mais véritablement, il faut que vous soyez fiers de votre métier. J'en remercie Ange, qui a eu cette idée avec son équipe de faire cette semaine de la protection juridique des majeurs. Moi, j'en rêve depuis des années qu'il y ait une journée de la PJM en France. Il y avait une journée de la gentillesse, une journée du sans-tabac. Mais c'est encore une meilleure idée que de faire une semaine, parce que ça nous permet de nous déplacer, ça nous permet de nous libérer, ça nous permet de rencontrer encore plus de personnes, et surtout, ça permet à toutes celles et à tous ceux qui ne connaissent pas cette matière de s'y familiariser, parce que véritablement, cette matière, eh bien, c'est un temps de vérité. Nous sommes humains, nous sommes par nature vulnérables, et il faut l'accepter. Voilà. On accepte beaucoup plus facilement la mort, même si on essaye de la tromper, parfois par le risque. On accepte un peu plus facilement de rédiger son testament aujourd'hui, mais on envisage assez peu chacun sa propre future vulnérabilité, grande vulnérabilité. Je ne vous demanderai pas ici, à vous, qui a rédigé son mandat de protection future, qui a envisagé véritablement sa propre vulnérabilité. Et donc voilà, les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais il faut aussi chacun. Alors ça, c'est un message de la loi du 5 mars 2007, et dans les premiers points de la loi du 5 mars 2007, on avait ça, le mandat de protection future. Voilà. Alors évidemment, quand on met une nouvelle institution en France, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, et c'est normal. C'est normal, on ne vit pas un code à la main, et on ne va pas changer du jour au lendemain. Prenez tout simplement un point qui a changé, le fait de ne plus fumer dans les lieux publics. Si j'ai mis une cigarette devant vous, vous seriez choqués. Mais la loi Evin, elle date de 1991, et pendant près de 10 ans, les gens continuaient de fumer dans les lieux publics. On ne sait pas exactement à quel moment la loi a été reçue. Les sociologues s'intéressent à la réception de la loi quand les juristes, peut-être un peu secs et un peu désincarnés, fixent l'entrée en vigueur. Aujourd'hui, ça change. Mais non, les choses ne changent pas du jour au lendemain. Et les journalistes participent de cela. Quand ils nous annoncent aux 20h, encore que plus personne ne regarde le 20h, mais quand ils nous annonçaient aux 20h, lorsque la loi avait été votée en première lecture à l'Assemblée nationale, la loi a changé. Non, ce n'est pas à l'Assemblée nationale, première lecture. Il faudra aller au Sénat, il y aura peut-être une deuxième lecture, et puis si les chambres ne sont pas d'accord, une commission mixte paritaire, puis une troisième lecture, et puis il y aura le Conseil constitutionnel, peut-être qui sera saisi, et qui biffera, qui retirera, qui raturera, qui abrogera un certain nombre de textes, car il existe maintenant un contrôle de constitutionnalité des lois avant et même après. Mais non, à un moment donné, ça participe psychologiquement que les choses doivent changer. On nous avertit que la loi change, mais combien de temps faut-il pour que la loi change? On nous a dit 1 million de mesures. Le garde des Sceaux, dans la circulaire adressée à tous les magistrats en juillet 2025, a dit qu'il y avait 1,3 million de mesures. Anne Caron-Déglise fut la première, en juillet 2023, dans son deuxième rapport, à dire 1 million de mesures. Et longtemps, on disait 700, 800 000. Ça nous dit deux choses. Ça nous dit d'abord qu'on n'arrive pas à évaluer précisément le nombre de mesures. J'y reviendrai, c'est quand même très important, on est quand même en France. Et ne pas connaître le nombre exact de mesures, c'est quand même un peu inquiétant. 1 300 000 mesures, combien de mandats de protection future en cours? 15 000. Donc vous voyez, ça fait moins de 1%. Rassurez-vous, à Monaco, 50 000 résidents, 40 nationalités, 5 mandats de protection future. Donc on est exactement dans les mêmes chiffres. Donc se prendre en main
pour faire un mandat de protection future, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas dans notre culture. Nous, les Français, nous sommes terriblement attachés à l'égalité et moins à la liberté. En Amérique, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, au Québec, où ils parlent français, on a créé le mandat de protection future en 1990. Aujourd'hui, quand on a 40 ans au Québec, on signe 3 actes, son testament, ses directives anticipées, son mandat de protection future. 8 millions d'habitants au Québec, 4 millions de mandats de protection future signés. Ça ne veut pas dire que quand il y a des difficultés, on va toujours vers le mandat de protection future. Mais en tout cas, on a intégré ce dispositif. Alors je pense que pour chacun d'entre vous, il va falloir l'intégrer. Voilà, je participe à cela. Je ne me tourne pas forcément vers celles et ceux qui ont plus de 60 ans, mais vers tous les autres. Il faut intégrer son mandat de protection future, parce que nul n'échappe à la vulnérabilité. On peut à tout moment, là il pleut, alors c'est rare chez vous. Faites attention, la pluie, ça peut nous faire glisser sur une feuille d'arbre. Alors, moins en mars qu'en octobre. Et moi, j'ai perdu une secrétaire qui s'est fendu le crâne, comme ça, sur une feuille. Donc, vraiment, il faut faire attention. La vulnérabilité, c'est du quotidien. Les accidents domestiques, c'est 20 000 morts. Mais on oublie toutes celles et tous ceux qui ont des accidents qui ne les mènent pas jusqu'à la mort, mais jusqu'à la grande vulnérabilité. Donc, il faut avoir anticipé. C'est très important. Alors, 1 300 000 mesures, pourquoi ne connaissons-nous pas le nombre de mesures? Tout simplement parce qu'il existe un mode de publicité à l'entrée, mais il n'y a pas de mode de publicité à la sortie. Et donc, quand décède une personne, on ne fait pas remonter à la chancellerie celles et ceux qui, lorsqu'elles sont décédées, étaient ou non en tutelle ou en curatelle. Alors, cette loi de 2007, voilà, en fait, c'est 19 ans aujourd'hui. Cette loi de 2007, elle a véritablement beaucoup changé les choses. Mais déjà, la loi de 68 était merveilleuse. Et pourtant, la loi de 68 n'est pas beaucoup connue. Je n'ai pas entendu le nom de Jean Carbonnier. Je ne suis même pas sûr que certains d'entre vous connaissent le nom de Jean Carbonnier. Moi, je dois toute ma vie juridique au doyen Carbonnier. Et toutes celles et tous ceux aujourd'hui devraient rendre hommage au doyen Carbonnier, notamment toutes les femmes qui peuvent ouvrir un compte bancaire depuis le 1er février 1966 sans l'autorisation de leur mari. C'est le doyen Carbonnier qui a réécrit tout le livre premier du Code civil en 9 lois. Et parmi les 9 lois, il y avait la loi de 68. Le doyen Carbonnier a renversé l'interdiction judiciaire et le conseil judiciaire. Et il les a remplacés par cette trilogie que vous connaissez tous, la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Il a supprimé ces mots, l'imbécilité, la démence et la fureur, et il les a remplacés par l'altération des facultés personnelles. Mieux, c'est lui qui nous dit en curatelle, en tutelle, en sauvegarde de justice. Le sous-tutelle n'est propre qu'aux mineurs, car il n'y a que le mineur qui ait une autorité parentale. Il n'y a pas d'autorité tutélaire sur un adulte. Et déjà, dire sous tutelle et sous curatelle, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça ne vient pas de la loi. Ça vient des praticiens, sans doute. Ça vient aussi de certaines personnes dans d'autres ministères, parce que dans le Code de la santé publique, il y était. Dans le Code électoral, il y était. Mais jamais il a été dans le Code civil. Jamais il a été pensé dans l'institution de ceux qui ont décrit le texte. Doyen Carbonnier, c'est aussi en 1968 l'altération des facultés personnelles médicalement constatée. C'est très important ce dialogue qu'il y a, même s'il ne se rencontre pas, entre un médecin et un juge. Pas un médecin expert, pas un médecin spécialiste, un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République et à ce titre, il est auxiliaire de justice et à ce titre, un autre médecin ne veut pas lui opposer le secret professionnel. La loi de 2007 a bonifié toute cette législation. Le doyen Carbonnier avait arraché au garde des Sceaux de l'époque, Jean Foyer, le juge des tutelles. Il lui dit « Monsieur le ministre, vous venez de créer le juge d'instance en 1958, donnons-lui la fonction de juge des tutelles. Juge des tutelles des mineurs en 1964, puis en 1968, juge des tutelles des majeurs.
on a gardé ce juge des tutelles. C'est toujours la fonction aujourd'hui. Alors c'est marrant parce que tout le monde se souvient que le juge d'instance est devenu juge des contentieux de la protection. Mais attention, le juge des contentieux de la protection exerce plusieurs fonctions, 7, pas 8. Le juge d'instance en exerçait 8, là il n'en exerce plus que 7. C'est la fonction de juge des tutelles qui nous intéresse. Alors peut-être que le mot, il faudrait le changer, parce qu'il ne prononce pas que des tutelles. Ce juge est extraordinairement important parce qu'ouvrir une mesure, c'est porter atteinte aux libertés individuelles d'une certaine manière, parce que quelqu'un entre dans la vie de la personne et va participer à l'exercice de ses droits. Même si elle est animée de bonnes intentions, il n'est pas naturel qu'un adulte ait cette béquille humaine. C'est contraire au postulat selon lequel, à 18 ans, on répond seul de tous ses actes. Et que quand on fait des erreurs, on les paye cher. La lésion n'est pas un vice du consentement. Si vous achetez un bien et que vous trompez sur le prix, vous ne pouvez pas obtenir la nullité du contrat. Quand vous êtes major protégé, vous le pouvez. Le major protégé n'est pas en droit patrimonial un major comme les autres, je vais y revenir. La loi de 2007, elle a amélioré considérablement la loi de 68 dans la procédure. Le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République doit rédiger un certificat médical circonstancié. Et aujourd'hui, sans ce certificat, on ne peut pas saisir le juge. Dans la loi de 68, on avait gardé cette ambiguïté. Il y avait les curatelles et tutelles pour prodigalité, les curatelles et tutelles pour intempérance, les curatelles et tutelles pour oisiveté. Ça existe toujours, la curatelle pour prodigalité, à Monaco, en Belgique, quoiqu'ils l'ont supprimée il y a quelque temps, mais en tout cas, elle est restée longtemps. Il n'y a plus de mesures pour une cause sociale, il y a des mesures pour que des causes médicales. Et ça, en pratique, c'est pas facile. J'étais mercredi à cette même journée à Alençon, et le médecin a dit véritablement que c'était difficile. Quand une personne sombre dans l'alcoolisme, au début, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas trop dans l'altération de ses facultés personnelles, parce que finalement, ce n'est pas dans la nuit ou après avoir consommé beaucoup qu'elle va passer ses actes. Donc elle a des moments où elle fait illusion. Il faut du temps pour arriver à caractériser l'altération des facultés personnelles d'une personne qui a une addiction, me disait-il. Et c'est assez compliqué à faire. Il y a cette question du refus de se laisser examiner par un médecin qui n'avait pas été pris en considération par la loi et qui est véritablement souvent en pratique très compliqué. Noli me tangere, disait Carbonnier, ne me touche pas. Don't touch me. C'est dans le Code civil, c'est constitutionnel, c'est l'article 16-3 du Code civil, ce sont les lois bioéthiques. Il est possible de refuser de se laisser examiner par un médecin inscrit. Dans la loi de 68, la Cour de cassation avait dit on ouvrira quand même une curatelle ou une tutelle si le juge a les éléments. Ah, mais que fait-on depuis le 1er janvier 2009 ? C'est très compliqué pour un médecin inscrit de rédiger un certificat médical circonstancié à partir de l'avis du médecin traitant. C'est possible, c'est un arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2017, mais c'est très difficile. Et ce protocole, ce sont au MJPM de l'expliquer clairement aux médecins inscrits. On a fait à la Haute Autorité de la Santé, on a fait tout un dispositif avec un médecin inscrit sur ce point, un document de 9 pages qu'il ne faut pas hésiter à me demander ou à rechercher par soi-même sur le site de la Haute Autorité de la Santé. La loi de 2007, c'est l'introduction du mandat de protection future, c'est l'institution des MJPM, tout ça je l'ai déjà dit, mais c'est aussi le développement de la protection de la personne. Et ça a tout changé. Et année après année, on s'aperçoit que la protection de la personne, qui était à côté de la protection des biens, est aujourd'hui devant. Alors c'est là qu'il y a la complexité de la matière. Tout ce que je vous ai dit pour l'instant est assez simple. Maintenant, on va commencer par des choses un peu plus compliquées. La matière est double. Tout simplement parce que la protection des droits patrimoniaux et la protection des droits personnels ou extra-patrimoniaux ne sont pas la même philosophie. La protection des droits patrimoniaux, ce sont
les éléments que vous avez sur cette image, la protection des droits patrimoniaux ne se fait pas seulement pour soi, elle se fait aussi avec les autres. C'est ce qu'on appelle, nous, la sécurité juridique. Quand on passe un contrat, on s'engage. On doit respecter sa parole. Bien sûr, dans quelques cas, on peut reprendre son consentement, se rétracter, se dédire. Il y a dans le Code de la consommation un certain nombre de mécanismes qui existent pour les consommateurs, qui sont aussi des personnes vulnérables et pas protégées. Mais voilà, quand on est chez le notaire et qu'on a signé, on ne peut pas reprendre son consentement. C'est assez rare. Il y a un ou deux cas. On ne va pas rentrer dans tous les détails. La protection des biens, la protection des droits patrimoniaux, ça exige de la sécurité juridique. Et les notaires, les banques, les assureurs, les bailleurs ont besoin d'un tuteur, d'un curateur, d'une personne habilitée, d'un mandataire pour aider la personne à la soutenir dans l'exercice de ses droits, pour être sûr que son consentement aujourd'hui l'engage sur ses biens. Qu'il n'y a pas de risque de nullité de l'acte. Car en réalité, le mécanisme des incapacités juridiques est toujours là. On ne peut plus dire aujourd'hui d'un majeur protégé qu'il est un majeur incapable. Pourquoi ? Parce qu'en droit, c'est faux. Les incapacités juridiques ne concernent que la protection des biens et pas la protection de la personne. Et on ne se réduit pas à l'exercice de droits patrimoniaux. Et les incapacités juridiques, elles restent très nécessaires. Elles sont d'autant plus nécessaires qu'elles ne sont pas propres aux personnes protégées. Un médecin est frappé d'une incapacité juridique. Tout homme marié, toute femme mariée est frappée d'une incapacité juridique. Il y a beaucoup plus de personnes frappées d'incapacité juridique qu'on ne le croit. Je développe juste un point sur les deux pour éviter que ce soit mal compris. Un médecin, il lui est interdit par l'article 909 du Code civil de recevoir une donation, un legs, d'être bénéficiaire du contrat d'assurance vie, de la personne qu'elle soigne de sa dernière maladie. Vous voyez, c'est une interdiction, c'est une incapacité, c'est sanctionné par la nullité. Quand on est marié, même si l'on est propriétaire en propre de sa maison parce qu'on en a hérité ou qu'on l'a acheté par ses économies avant son mariage, quand on fait de ce bien le logement de la famille, on ne peut pas décider de le vendre seul. On doit avoir la signature du conjoint. Et si le conjoint est bafoué, le conjoint c'est seulement la personne mariée. Dans le pacte, ça n'existe pas, dans le concubinage, a fortiori. Eh bien, dans le mariage, l'époux qui n'a pas consenti va pouvoir obtenir la nullité de l'acte. Donc les incapacités juridiques sont des protections. Et elles ne sont pas propres aux personnes protégées. Bien entendu, elles sont beaucoup plus développées dans la protection juridique des majeurs qu'ailleurs. Le problème de la protection des biens, c'est qu'elle nous donne l'illusion du regard instantané de la conclusion du contrat. Au jour J, à l'heure H, à la signature du contrat devant notaire ou sous seing privé, est-ce que la personne était en capacité, au sens où est-ce qu'elle était assistée, représentée, autorisée, et est-ce que le consentement est bon ? Le juriste ne voit que cela parce qu'il organise, lui, la sanction qu'est la nullité. Et il organise la publicité pour voir s'il y aura ou non nullité. Mais ce texte, il faut le faire vivre. Comment on en arrive à consentir ? Comment on en arrive à vouloir ? C'est là qu'il y a tout un travail de soutenir la personne dans l'exercice de ses droits. C'est là qu'aucun professeur de droit n'a dit, n'a retenu, n'a soutenu que former un MJPM, c'était que l'apprentissage du droit. Certainement pas. C'est la connaissance du droit. Mais c'est surtout la bonne relation à l'autre, ce travail social, où on entre dans la complexité de la personne, de sa personnalité, où on va devoir sécuriser ses décisions. Donc, il n'a jamais été dit que le droit était sec. Voilà. Donc, il faut ici, vous voyez, soutenir la personne dans l'exercice de ses droits patrimoniaux. Ce n'est pas seulement du droit. La protection, ce n'est pas seulement du droit. Mais attention, c'est aussi du droit parce que les autres l'exigent. Le notaire ne veut pas d'action en responsabilité contre lui. Il ne veut pas payer des dommages et intérêts. Le banquier non plus, l'assureur non plus. Et
toutes ces autres professions ne connaissent pas assez la protection juridique des majeurs, qu'ils osent me dire le contraire, qui viennent là me dire le contraire. Je les forme toute l'année. 97 formations sur 100 sont annulées. Ils ne viennent pas. Ne me parlez pas des avocats, ce sont les pires. J'en ai formé, 262 depuis 2009, contre 16 000 notaires. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, la grosse différence, c'est qu'un avocat, il travaille tout seul. Alors qu'un notaire, il y a des clercs. Voilà. Donc le notaire, il vient en formation, le clerc, il vient en formation, l'étude est continue. Quand l'avocat, il va en formation, non, ça ne continue pas, parce que la secrétaire, elle peut juste prendre des rendez-vous, mais elle ne va pas rédiger les conclusions. Et oui, il faut quand même voir, il y a 8 000 notaires, il y a 80 000 avocats. Ce n'est pas du tout le même statut juridique, ce n'est pas du tout le même rapport au droit. Je ne vous parle pas des banquiers et des assureurs, mais les pauvres, ils ont tellement de textes aussi à connaître, la protection juridique des majeurs ne les intéresse pas tous. Et pourtant, ce dont je rêve un jour, c'est qu'il y ait sur nos comptes bancaires une deuxième ligne, plutôt que celle seulement du découvert autorisé ou non autorisé. Une deuxième ligne qui soit la différence entre l'acte d'administration et l'acte de disposition. Ce n'est pas propre, ça, aux personnes protégées. C'est valable pour nous tous. Toute personne qui donne procuration sur son compte bancaire, ça ne vaut que pour un acte d'administration. Quand le mandataire passe un acte de disposition, l'acte est nul et on peut demander au banquier le remboursement. Mais les banquiers préfèrent rembourser de temps en temps. Et c'est arrivé dans un arrêt du 12 juin 2025 de la Cour de cassation. Au moins, la Cour de cassation fait respecter l'article 1988 du Code civil, mais c'est très long. Et en fait, dans les banques, ce qu'il faut former, ce n'est pas les employés de banque, ce sont les ingénieurs informatiques, ceux qui programment, car ce sont eux qui vont permettre que le droit soit respecté, que le droit soit effectif. Il y aurait tant à dire sur la protection des biens, et cependant, je n'ai pas parlé de l'inventaire, je n'ai pas parlé des comptes rendus de gestion, il y aurait tant à dire, on va passer à la protection de la personne. La protection de la personne, c'est non pas complètement nouveau, mais ça a été complètement repensé. Alors, quelles sont les influences ? C'est compliqué parce que les vents arrivaient de partout, de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe. Cette Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, avec la Cour européenne des droits de l'homme, a beaucoup fait pour la loi de 2007. Sans cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 30 janvier 2001, il n'y aurait peut-être pas eu la loi de 2007. Vous ne le savez peut-être pas, mais Jean Hauser a travaillé à la loi de 2007 dès 1991. Il lui a fallu 16 ans pour que le premier texte soit voté. 16 ans. Il appelait ça les petits matins de la chancellerie. 16 ans. Eh bien, il a fallu des arrêts comme cet arrêt Vandel qui condamne la France à 15 millions d'euros pour que quelqu'un dans un gouvernement, un ministre, dise « là, il faut faire la loi. Il faut qu'on change la loi, parce qu'on va encore se faire condamner. » Donc les droits de l'homme, les droits fondamentaux, ils sont écrits à l'article 415 du Code civil. Toute mesure de protection juridique s'exerce dans le respect des droits de l'homme, des droits fondamentaux, de la dignité humaine. Oui, mais comme nous l'a dit tout à l'heure l'intervenant, de manière très simple et en même temps très lumineux, il faut que ces mots aient un sens et une réalité quotidienne. En avait-il seulement en 2009, en 2010, en 2011, lorsqu'on retirait le droit de vote aux majeurs en tutelle? Comment vouliez-vous leur dire « Vous êtes inéligible, vous n'avez pas le droit de vote, mais on respecte vos droits fondamentaux. Voulez-vous marier? Il faudra une autorisation du juge. Voulez-vous paxer? Il faudra une autorisation du juge. Vous voulez divorcer? Il faudra une autorisation du juge. » Donc c'est la loi du 23 mars 2019 qui a achevé la loi du 5 mars 2007. Parce qu'il y avait encore dans cette loi du 5 mars 2007 un trop grand ancrage à la loi de 68. Près de 19 ans après, aujourd'hui, on peut dire que la protection de la personne est passée devant. On peut même dire que du point de vue de la protection de la personne, c'est une loi comme les autres. Plus exactement, c'est un majeur comme les autres, le majeur protégé. Peu importe qu'il soit en curatelle,
peu importe qu'il soit en tutelle. Je voulais revenir, je vous ai mis ces deux arrêts sur l'altération des facultés personnelles, parce qu'on a deux arrêts de la Cour de cassation du 27 mars 2024 et du 12 juin 2025, qui, si on ne les avait pas eus, ne m'auraient pas un peu effrayé. L'arrêt du 12 juin 2025, j'ai mis 6 mois à le commenter au Dalloz. Mon commentaire est paru en janvier 2026. Il m'a fait réveiller 17 nuits. C'est sidérant de rencontrer les professionnels. On a l'impression qu'ils vous comprennent. Mais face à des cas très difficiles, ils n'ont rien compris. J'étais à Blois, un très beau colloque le 14 novembre 2024, et on avait une dame qui était sourde et muette. Et elle disait que la gardienne de son immeuble avait refusé de lui donner sa zapette pour entrer dans l'immeuble. Elle disait, c'était traduit, c'était écrit, « Vous demanderez à votre curatrice d'aller la chercher. » Croyez qu'on respecte les droits fondamentaux quand c'est comme ça? Parce qu'elle risque de la perdre. Et alors les autres, ils ne risquent pas de la perdre? Cette loi n'est pas toujours bien comprise. L'altération des facultés corporelles qui empêche l'expression de la volonté, il faut bien l'expliquer quand on est médecin, qui empêche l'expression de la volonté. Le 27 mars 2024, c'est une personne qui est aveugle du jour au lendemain dans un grave accident de la circulation. Et donc on se dit, bon, on va faire signer n'importe quoi, un aveugle, donc il faut le mettre en tutelle. Cet homme s'est battu 5 ans pour la mallever de sa mesure. 5 ans. Il a eu le courage d'aller jusque devant la Cour de cassation, de braver la première instance, l'appel, pour qu'on respecte la loi. L'arrêt du 27 mars 2024 n'a rien de nouveau, hein. C'est le 7e sur ce cas-là. Et Jean Hauser l'avait déjà commenté plusieurs fois. L'arrêt du 12 juin 2025 est beaucoup plus compliqué parce que c'est une dame qui a des mouvements choréiques, comme dans la choré de Huntington, et elle ne peut pas s'exprimer par la voix. En revanche, elle peut animer par sa main un clavier d'ordinateur qui déclenche une voix artificielle, et avec cet ordinateur, elle communique. Le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République a dit qu'elle a une altération de ses facultés corporelles qui empêche l'expression de la volonté. Elle relève d'une mesure de tutelle. Comme elle est jeune, on ouvre une curatelle. Ce qui me fait dire un peu parfois que les juges vont un peu trop vite dans le choix. Quand on fait statistiquement le choix curatelle-tutelle, on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en curatelle et beaucoup de personnes âgées qui sont en tutelle. Et mesdames, le 8 mars, il faudra en parler, il faudra lever le poing, elle est dans la rue. Vous entrez en tutelle 10 ans avant les hommes. C'est scandaleux. Pourquoi? Eh bien parce que quand on demande à un homme s'il est autonome, il vous dit oui. Alors surtout les vieux hommes, parce qu'ils ont une femme. Alors que quand une femme est complètement fatiguée, il vous dit qu'elle n'en peut plus. Ce sont les sociologues, je tiens plusieurs épreuves sur ce point. 12 juin 2025, cette femme ne peut plus s'exprimer qu'avec son clavier d'ordinateur. La Cour d'appel dit oui, mais c'est grâce au clavier qu'elle peut parler, donc elle relève d'une mesure de protection juridique. La Cour de cassation nous dit l'inverse. Et donc aujourd'hui, l'altération des facultés corporelles qui empêche l'expression de la volonté, il faut l'interpréter de deux manières. Sans le secours de cette prothèse technologique et avec le secours de cette prothèse technologique. Parce que peut-être que ce qu'on nous dit, il y a véritablement une altération des facultés mentales cette fois-ci. Mais s'il n'y a pas d'altération des facultés mentales, il n'y a pas non plus d'altération des facultés corporelles qui empêchent l'expression de la volonté. Et pour autant, ne faut-il pas une mesure? Ah, j'aimerais. Je suis sûr qu'avec Agnès, on pourrait en parler des jours et des jours, ou des nuits et des nuits, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle ne serait jamais d'accord avec moi, parce que j'adore sa force de résistance. Moi, j'ai beaucoup douté sur l'absence de mesure, parce que cette personne qui va lui donner le clavier d'ordinateur, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'elle ne va pas avoir les mots d'accès? Est-ce qu'elle ne va pas la manipuler? Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut aussi inventer des nouvelles mesures, comme les mesures de surveillance contre celles et ceux qui sont parfois aidants familiaux. Les aidants familiaux, quand on est père ou mère d'une personne handicapée et qu'on veut cumuler sur sa tête la fonction de tuteur ou de curateur et la fonction d'aidant familial salarié, il y a une opposition d'intérêt.
Donc il faut un MJPM qui rentre dans l'histoire. Parce que si l'aidant familial a un accident, il a signé le contrat de travail avec lui-même en tant qu'employé et employeur. Employé pour lui, employeur en représentant son enfant. Il est en opposition d'intérêt, il faut un MJPM subrogé, curateur ou tuteur. Il faut s'assurer que s'il y a un accident du travail, on pourra aussi, dans l'intérêt de cette mère, nouvelle personne vulnérable, faire quelque chose. Les mesures de protection juridique et la sécurisation des droits sont véritablement une grande ambition et il ne faut pas s'arrêter, comme nous le dit l'article D 245-8 du Code de l'action sociale et des familles, juste à la conclusion du contrat de travail. Il faut regarder l'exécution. Sur la protection de la personne, il y aurait tant à dire. Gilles, je me permets d'intervenir et ta passion. Je suis qu'à 35 minutes, hein, mais bon. Ah, et justement... Vas-y. En cours, j'aime bien qu'on intervienne. Vas-y, ah yes. C'était juste pour te dire, attention, le temps passe. Ouais. Je passe trop le temps. Et t'inquiète pas, j'ai demandé à la régie de m'envoyer à 40 minutes une diapo qui m'aurait fait signe. Donc là, on était qu'à 35, tu vois. Mais bon, on peut arrêter plus tôt. Hein. Pas du tout. Sur la protection de la personne, il y aurait tant à dire. J'aimerais finir sur 2 points, puisque j'ai rencontré tout à l'heure, j'ai eu l'immense honneur de rencontrer 3 infirmières qui sont là dans la salle. Il ne faut plus, quand on voit un patient, maintenant se poser la question, est-ce qu'il est en curatelle ou en tutelle? Ça n'a aucune espèce d'importance. Depuis l'ordonnance du 11 mars 2020, entrée en vigueur le 1er octobre 2020, on a modifié 64 textes du Code de la santé publique et du Code de l'action sociale et des familles. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, je n'étais pas dans cette commission. Et on a introduit une notion nouvelle, que je trouve mal écrite et incompréhensible, une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Qu'est-ce qu'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne? S'il y en a, Achtung. S'il n'y en a pas, circulaire, rien à voir, c'est un majeur comme un autre. La différence n'est plus curatelle ou tutelle, la différence est pour la protection de la personne, y a-t-il ou non une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne? Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. 1er octobre 2020, entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er octobre 2020. Je sais bien, c'était en pleine pandémie et que vous aviez tous autre chose à faire. Grâce à Ange Finistrosa, j'ai fait mes premiers webinaires sur la santé du majeur protégé. J'en ai fait 350 depuis. C'est très compliqué, c'est peut-être excessivement compliqué. Ce texte est ambigu. Quand on a une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, comment on la reconnaît? Il faut lire le jugement. Est-ce que le juge, dans la tutelle, car il n'y a que dans la tutelle, et dans l'habilitation familiale générale par représentation, est-ce que le juge a visé l'article 459, alinéa 2? S'il ne l'a pas visé, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, ça veut dire que la personne protégée est comme une autre personne protégée. Ça veut dire que le secret médical s'impose au médecin. Le médecin ne doit rien dire au tuteur. C'est peut-être un peu excessif. Et si la personne du jour au lendemain ne peut plus communiquer, c'est peut-être un peu excessif. C'est comme ça, c'est un arbitrage qui a été fait. En revanche, s'il y a 7 mesures de protection juridique avec représentation relative à la personne, ça ne veut pas dire que le tuteur signe pour. C'est là que la philosophie est forte. On va revenir sur la gradation. Même s'il y a ça, est-ce que la personne peut elle-même dire oui? Et si, avec notre présence, elle peut dire oui, ça ira encore. Et c'est seulement dans le cas où elle ne pourra pas s'exprimer que là, le tuteur ou la personne habilitée pourra signer à sa place. Et seulement pour faire respecter sa décision. En clair, si on prend un exemple, un homme qui a dit 17 fois « je veux mourir entier, ne m'amputez jamais ». On ne va pas profiter à un moment donné qu'il tombe dans le coma pour que le médecin se tourne vers le tuteur en disant voilà, maintenant il ne peut plus parler, à vous. Je vous ai expliqué médicalement ce qu'il fallait faire, il faut lui sauver la vie, on y va. Le tuteur ne peut pas se tourner vers le juge en disant il nous faudra une autorisation du juge. Non, depuis la loi du 23 mars 2019, c'est au tuteur de prendre la décision dans le respect de la volonté de la personne protégée. Alors voyez, une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Je voulais terminer sur ce thème parce qu'on avait fait un colloque à Caen sur la fin de vie il y a déjà 10 ans. Et puis on avait fait aussi un colloque sur le respect de la vie privée en 2019.
C'était la dernière année où on rendait le premier hommage, enfin, où Thierry Vérède n'était plus parmi nous. Et je voulais dire que cette matière, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu de grandes voix dans la matière, comme Thierry Vérède, comme Jean Hauser, comme tant d'autres que vous connaissez sans doute dans vos régions et qui font vivre cette matière. Cette matière, ce n'est pas simplement l'humanité d'une personne vulnérable. Cette humanité d'une personne vulnérable, elle nous oblige tous, parce qu'on est en lien avec eux. Protéger une personne dans l'exercice de ses droits, c'est simplement faire en sorte que celle-ci ne soit pas seule et qu'elle soit en lien avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'elle l'accepte, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais il faut essayer. Il faut être de bonne volonté. Voilà, c'est une matière pour les gens de bonne volonté, ma chère Agnès. Je vous remercie de votre attention.